Notre Assemblée est belle quand elle se saisit de ce qui fera la vie des générations futures. Notre Assemblée est belle quand elle s'engage pour l'Europe, espace de paix qui rompt avec la malédiction des siècles passés. Notre Assemblée est belle quand elle débat et embrasse des sujets qui dépassent de loin le seul champ de la législation nationale. Notre Assemblée est belle quand elle travaille à donner les moyens à chaque compatriote de maîtriser son destin et de ne pas subir les seules évolutions du monde ou du marché. Ils sont 12 députés à représenter l'Auvergne à l'Assemblée nationale, rattachés à 5 groupes politiques différents. Ils sont donc 5 aujourd'hui sur ce plateau pour évoquer la rentrée parlementaire, les dossiers d'actualité et en débattre dans Dimanche en politique. Bonjour à tous et bonjour à chacun d'entre vous. Bonjour Vincent Descoeur, député de la première circonscription du Cantal, qui siège au groupe Les Républicains. Christine Pires-Beaune, députée de la deuxième circonscription du Puy-de-Dôme et qui siège au Parti socialiste. Bénédicte Peyrol, députée de la troisième circonscription de l'Allier, La République en marche. Jean-Paul Dufrègne, bonjour. Député de la première circonscription de l'Allier. Vous êtes représentante du Parti communiste français. Et Laurence Vichnievsky, députée de la troisième circonscription du Puy-de-Dôme. Vous siégez au MoDem. La rentrée politique, ça y est, c'est parti depuis, on va dire, presque 15 jours. Et on va revenir tout de suite avec Alexandre Rosga qui nous rappelle un petit peu l'ambiance actuelle. L'été s'annonçait pourtant sous les meilleurs auspices. Le 15 juillet, la France remporte la Coupe du monde de football et tout le monde s'attend alors que le président de la République profite dans les sondages de l'euphorie de la victoire. Mais voilà, patatras, le 18 juillet, le monde médiatise ce qui deviendra l'affaire Benalla. C'est le début d'une grave crise politique, on parlera même d'affaire d'État. La présidence Macron va s'en trouver fragilisée. Convocation de son ministre de l'Intérieur par la commission d'enquête parlementaire, une procédure exceptionnelle, mise en examen de son homme de confiance, Alexandre Benalla, et surtout le coup le plus dur porté au président, le coup d'arrêt le 20 juillet de l'examen du projet de réforme constitutionnelle renvoyé à des jours meilleurs. Après 2 semaines de répit, la rentrée sera marquée par la chronique d'une démission prévisible, mais qui a surpris tout le monde, y compris le président, celle de son ministre de l'écologie. Le très populaire Nicolas Hulot tire sa révérence. Le tout au moment où le président Macron est au plus bas dans les sondages et que les auditions de la commission sénatoriale sur l'affaire Benalla ont repris de plus belle avec leur lot de petites phrases et de rebondissements. Laurence Vichnievsky, les commissions d'enquête, comme on a vu, ça ressemble un peu à ce que vous pratiquiez dans votre métier, avec plus de discrétion dans la justice. Est-ce qu'on a bien fait que ce soit aussi public que ça? Est-ce qu'on a bien fait d'en parler avec autant d'acuité? Alors, je vais vous arrêter tout de suite parce que le travail d'une commission d'enquête parlementaire n'est pas le même que celui du juge judiciaire. Les Français l'ont pris comme ça. Il ne faut pas confondre les genres. Lorsqu'une commission d'enquête parlementaire est créée, elle est là pour exercer le contrôle du Parlement sur l'action du gouvernement. Et donc, elle travaille sur les dysfonctionnements de l'État, de l'exécutif, de ses services. Mais elle ne travaille pas sur les faits qui sont reprochés, en l'espèce, à M. Benalla et dont est saisie l'autorité judiciaire. Et il ne faut pas confondre. Vincent Descoeur, la confusion s'est faite dans l'esprit des Français, selon vous, tout au long de cette période? Oui, c'est possible. Et en même temps, sur cette affaire Benalla, moi, je tiens à dire ici que je trouve qu'on a donné beaucoup trop de place à cette affaire parce que, affaire d'État, point d'interrogation, ce qui est sûr, c'est qu'avec le temps, moi, je mesure que c'est très éloigné des préoccupations des Français. Et je pense qu'il est urgent qu'on passe maintenant, qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on parle réforme, qu'on parle amélioration du pouvoir d'achat. Je crois que en ce qui me concerne, je considère que aujourd'hui, avec les chaînes d'information continues, on peut être amené à être dévié de ce qui devrait être nos priorités et nos préoccupations. On va parler des priorités. Notre collègue a raison. Votre collègue a raison. On va voir si vous avez des points de convergence ou des points de division par rapport à tout au long de cette émission. Christine Pires-Beaune, l'opposition a demandé le report de ce travail. L'ambiance n'était plus supportable à l'Assemblée nationale à la fin du mois de juillet?
Sur la réforme constitutionnelle, on a engagé un travail, mais très vite, on a vu que le climat n'était plus serein et n'était pas propice à ce qu'on continue l'examen d'un texte dans le contexte qui était celui du début de l'été. Donc, je pense que la sage décision a été prise, c'est-à-dire de stopper ce travail parlementaire. Jean-Paul Dufresne, il est temps de se retrousser des manches et de passer au sujet de fond qu'on va évoquer dans quelques instants. Oui, je pense que c'est une nécessité. Pouvoir d'achat, emploi sont les préoccupations des Français. Et c'est vrai que le climat n'était plus suffisamment serein pour aborder une réforme qui est une réforme importante, puisque, moi, en ce qui me concerne, quand je vois que sur 577 députés, on veut couper la tête à 170, eh bien, c'est quelque chose qui doit nous mobiliser si on veut une bonne représentation de nos territoires. Alors, vous avez lancé un débat. Effectivement, la réforme constitutionnelle. Bref. Vous avez lancé un débat qu'on abordera sans doute au mois de novembre ou au mois de décembre. Bénédicte Perrol, on vous l'a dit tout au long de l'été, il faut passer à autre chose. Il faut que vous, les députés, vous vous mettiez au travail. Écoutez, je suis heureuse d'entendre aujourd'hui mes collègues dire ça. Et effectivement, je pense que l'intérêt des Français aujourd'hui, c'est de savoir comment on continue les réformes, déjà comment on met en œuvre celles que nous avons discutées et votées, et quel est l'avenir. Mais surtout pas de revenir sur cette affaire qui était un acte isolé, grave, et les institutions qui doivent être aujourd'hui au travail et traiter cette affaire le sont. Alors, on ferme collectivement cette page et on ouvre la page. L'autorité judiciaire continue son travail, toujours saisie, et la commission parlementaire du Sénat, la commission d'enquête aussi. Alors, refermons cette page, mais on voulait aborder cette actualité qui a quand même occupé l'esprit des Français tout au long de l'été. Et on va parler de la première loi sur laquelle vous travaillez depuis quelques jours, qui est la loi sur l'agriculture et l'alimentation, avec 3 objectifs: assurer la souveraineté alimentaire, promouvoir des choix alimentaires durables pour la société et respectueux de l'environnement, et réduire les inégalités d'accès à une alimentation durable et de qualité. Je voudrais qu'on regarde un graphique qui va apparaître derrière moi. Le 30 mai 2018, il y avait eu un vote après une longue semaine de discussion, et voilà comment vous, les députés, vous aviez voté pour des thèmes, après tout, bien manger sainement, redonner à la France sa souveraineté alimentaire, on pourrait tous être d'accord. Or, 339 ont voté pour, 84 ont voté contre et 130 se sont abstenus. Et parmi vous, il y avait Vincent Descoeur. Oui. Vous êtes abstenu, pourquoi ? Alors, je me suis abstenu parce qu'à l'issue de cette première lecture, j'ai considéré, et je considère toujours, que le contenu de cette loi est décevant, et que nous courons le risque de susciter chez tous ceux qui s'étaient passionnés par les états généraux de l'alimentation, mais aussi tous les agriculteurs, tous les éleveurs qui attendent beaucoup de cette loi, bien que nous puissions susciter une vraie déception. Pourquoi ? Parce que vous avez évoqué la question de l'alimentation, mais j'ai en souvenir le discours du président de la République à Rungis. L'objectif de cette loi, la promesse, c'était l'inversion de la construction des prix. C'est-à-dire aujourd'hui avoir des prix aux agriculteurs qui soient rémunérateurs, qui tiennent compte des coûts de production. Et nous avions participé de manière très constructive à ce débat en première lecture, les députés du groupe Les Républicains, mais d'autres députés sur d'autres bancs, y compris de l'opposition. Et nous avions essayé de faire en sorte que, effectivement, on puisse rééquilibrer ce rapport de force entre producteurs et transformateurs. Pardon de vous couper, mais l'événement qui est survenu depuis ce vote, c'est qu'à l'occasion d'une CMP, commission mixte paritaire qui est censée arbitrer entre ce qu'a décidé l'Assemblée et ce qu'a décidé le Sénat, de manière très inédite, le gouvernement a balayé d'un revers de main tout ce que nous avions construit. Et aujourd'hui, moi, je crains que les indicateurs qui sont retenus pour fixer ces prix, eh bien, demain, ne permettent pas d'inverser. Je crains que demain, les centrales d'achat qui, pendant que nous discutions, nous débattions, se sont concentrées, ont fait le choix de la concentration. Je crains demain qu'elles continuent à imposer leur loi. Or, c'est la nôtre qui devrait prévaloir. Alors, c'est un député du Cantal qui parle. On va se tourner vers un député de l'Allier, un autre type d'agriculture. Et pourtant, vous représentez à peu près les mêmes types d'électeurs. Comment vous allez porter la voix ? On est à 15 jours du sommet de l'élevage. Jean-Paul Dufresne, comment vous allez porter la voix des agriculteurs à l'Assemblée nationale ? Alors écoutez, avec Vincent Descoeur, on est assez convergents sur l'analyse que nous avons sur cette loi, et notamment sur la nécessité d'avoir pour nos agriculteurs des prix rémunérateurs, donc qui tiennent compte des coûts de production eux-mêmes appuyés sur des indicateurs. Mais je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas une seule agriculture. Il y a plusieurs agricultures. Il y a l'agriculture de montagne, il y a l'agriculture
dans des zones défavorisées comme celle où j'habite. Et puis, il y a d'autres agricultures. On ne peut pas comparer une ferme de 120 hectares dans l'Allier et une ferme de 1000 hectares en Beauce. Donc, quelque part, ce mécanisme de construction des prix et des marges ensuite qui vont ressortir à la suite, eh bien, doivent être arbitrés. Alors, arbitrés par la future politique agricole commune, ça me semble absolument nécessaire, parce que sinon on va continuer d'avoir des exploitations qui vont grandir pour compenser les pertes de revenus avec le rétrécissement des marges, et puis quelque part ça nourrit la disparition des exploitations et ça empêche l'installation des jeunes agriculteurs. Donc le cœur de cette loi, c'est d'avoir des prix rémunérateurs qui reposent sur les coûts de production et sur de vrais indicateurs également validés par l'État. C'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas intégré dans ce projet de loi. Alors au cours de la semaine, les choses ont évolué puisqu'il y a un amendement présenté par le gouvernement qui a été adopté. Bénédicte Perrol, la majorité l'a voté. Est-ce qu'on va là pouvoir dire que c'est le travail parlementaire qui fait avancer la loi ? Écoutez, déjà, vous l'avez rappelé, c'est-à-dire que cette loi-là, elle s'est précédée des États généraux de l'alimentation, dont les parlementaires ont pu se saisir. Avec Jean-Paul, nous avons travaillé ensemble dans l'Allier, et ça a été un moment, effectivement, de consultation où il y a eu énormément d'attentes, parce que ça faisait depuis assez longtemps qu'on n'avait pas rassemblé autour de la table tous les interlocuteurs et toute la chaîne. Donc déjà, c'est un travail parlementaire qui a été fait en amont. Nous avons pu faire remonter auprès du gouvernement ces travaux que nous avons menés. Aujourd'hui, nous sommes au stade de la loi où ensuite, effectivement, on passe à un dialogue avec le gouvernement. En fait, l'équilibre de cette loi, il y a dans un premier temps un inversement, effectivement, dans la contractualisation, c'est-à-dire que on souhaite que les agriculteurs gardent la main sur la construction des prix et des coûts de production, c'est-à-dire que le prix soit construit par rapport aux coûts de production. Il y a aussi un équilibre par rapport à responsabilisation des acteurs, des agriculteurs, des filières pour construire ces prix-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, le gouvernement, il ne faut pas non plus qu'on entre dans une construction du prix qui soit réglementée par l'État, parce qu'on dirait alors que l'État intervient de manière trop importante. Il faut qu'il soit là pour encadrer, mais nous sommes dans un marché effectivement européen, international. Je ne sais pas si au niveau de l'Union européenne, ce serait quelque chose qui soit acceptable. Mais c'est un équilibre, c'est un subtil équilibre entre l'État redonne du pouvoir dans la contractualisation aux agriculteurs. Le ministre aujourd'hui est en train de faire un tour de France pour aller à la rencontre des agriculteurs parce que la loi, elle va être adoptée, mais ensuite il y a sa mise en œuvre et il est déjà en train d'aller à leur rencontre pour leur expliquer comment ils peuvent peser dans ces négociations. Vincent Descoeur, je vous redonne la parole tout de suite, mais Laurence Wisniewski, vous pensez que c'est important, la loi ne peut pas tout fixer, c'est un domaine qui est très complexe là, et on ne parle que d'un petit bout de la loi agriculture. La loi ne peut pas tout fixer, elle peut inciter. Bénédicte Perrol a déjà dit beaucoup sur le mécanisme de construction du prix que l'on inverse avec au départ le coût de production qui sera proposé par les producteurs. Je crois que ce que l'on peut ajouter aussi, c'est que les associations, les filières sont incités à se regrouper. Déjà, les agriculteurs doivent se regrouper et les filières doivent se regrouper pour peser. De toute façon, la construction d'un prix, c'est aussi un rapport de force, effectivement, face à des centrales d'achat qui sont très puissantes. Et donc, il faut que nos agriculteurs soient puissants face à ces centrales d'achat. Maintenant, vous le savez, nous le savons tous, nous sommes aussi tributaires des cours mondiaux. On ne peut pas évacuer cette donnée d'un coup de baguette magique et l'État ne peut pas non plus se substituer à ces échanges mondiaux et on doit en tenir compte. Je veux simplement ajouter que dans cette loi, indépendamment de ce mécanisme de construction du prix qui est évidemment déterminant, il y a aussi une meilleure alimentation et que nous avons beaucoup progressé avec notamment l'interdiction des néonicotinoïdes. J'avais interpellé le gouvernement. Vous allez trop vite, on en parlera. Bon, alors je m'arrête. Vincent Descoeur et puis quand même Christine Pires-Beaune que je voudrais aussi entendre là-dessus. Peut-être, Madame Pires-Beaune. Moi, j'ai voté contre en première lecture, donc sur cette loi, tout simplement parce qu'il y a eu le discours à Rungis du président de la République, et puis il y a eu le discours du président de la République dans le Puy-de-Dôme, puisqu'il est venu à Saint-Genès-Champanel, suite aux États généraux, qui était une promesse de campagne de faire ces États généraux. Et qui était C'était au début de l'année. Tout à fait, et c'était une bonne chose, et on y a participé, puisqu'on a même 2 membres du groupe socialiste qui ont été rapporteurs d'ateliers.
La loi, elle avait essentiellement deux visées, c'est-à-dire effectivement un prix rémunérateur, faire que les agriculteurs aujourd'hui vivent de leur travail. C'est ce qu'ils demandent. Hein. Il n'y a aucun agriculteur qui vous dira qu'il est content de vivre de subventions européennes. Tous vous disent, moi j'aimerais pouvoir vivre de mon travail et ne pas avoir de subventions. Et le deuxième, c'était l'alimentation, une alimentation saine. Plus saine. Voilà. On considère, puisqu'au groupe socialiste nous avons voté contre, on considère qu'on ne va pas assez loin, notamment par rapport à la rémunération du prix pour les agriculteurs. Et le débat qu'on a eu en séance en deuxième lecture fait que je crains, mais on verra dans un an où on en est. Hein. Je crains que malheureusement les choses ne soient pas réglées et que les agriculteurs aient toujours autant de mal à faire en sorte qu'ils puissent avoir un prix rémunérateur, puisque c'est ce qu'ils veulent. Jean-Paul Dufrègne, et après on parlera rapidement du glyphosate, c'est quand même un thème d'actualité. Oui, je voulais simplement rajouter que il y a dans l'environnement de ces discussions aussi la signature ou la poursuite de discussions dans le cadre de traités internationaux qui jettent aussi un doute sur ce travail que nous conduisons et qui amène une certaine suspicion de la part des agriculteurs dans un monde qui change, dans un monde qui bouge, parce qu'aujourd'hui il y a une absolue nécessité, c'est véritablement de rapprocher l'agriculture de ses consommateurs. Si on veut consommer des produits de qualité, si on veut affirmer les questions de biodiversité, il faut qu'on soit capable aussi de porter cette mutation au niveau de l'agriculture. Vincent Descoeur. Oui, ma collègue a évoqué tout à l'heure les états généraux de l'agriculture et justement les conclusions d'un de ces ateliers consistaient à demander qu'il y ait, je reviens à la construction des prix, un possible arbitrage de l'État. C'est là où je rejoins la position de Jean-Paul Dufrègne et c'est sûrement ce qui nous différencie, c'est que nous avons introduit, nous, la possibilité, nous souhaitions introduire, nous avions introduit en première lecture la possibilité que, faute d'accord dans les interprofessions, l'État puisse intervenir. Moi, je ne souhaite pas, chers collègues, que l'État réglemente. Par contre, je suis pour une économie libérale, mais je veux que l'État régule. Et c'est très important dans des territoires comme les nôtres. Et le seul, je veux dire, la seule manière demain de s'assurer que cette loi aura atteint ou non son objectif, c'est de s'inquiéter du revenu agricole. Parce que certes, il y a des questions d'alimentation. L'exécutif essaie de répondre à des attentes de la société que nous partageons au moins en grande partie. Mais le fondement de cette loi, le discours fondateur, l'attente des éleveurs, en ce qui concerne mon département, mais plus largement l'Auvergne et le Massif central, c'était un revenu agricole revalorisé. Il nous reste 3 minutes pour parler d'agriculture. Je vais vous poser la question du glyphosate. Pour ou contre l'interdiction du glyphosate. Christine Pérez-Beaune. 3 minutes pour tout le monde, donc il faut faire des réponses courtes. Ma réponse va être claire pour l'interdiction. Pour l'interdiction, rapide ou pas? Avec un délai le plus rapide possible, parce qu'en plus, je considère qu'il y a des solutions alternatives qui existent déjà. Et il suffit d'aller, par exemple, en Allemagne, de voir de grandes fermes en Allemagne qui, aujourd'hui, n'utilisent pas le glyphosate. Alors, nous, on avait déposé un amendement très clair qui disait que sous un délai de 3 ans, l'interdiction devait être respectée et avec le moins de dérogations possible. Parce que si vous commencez à ouvrir la porte des dérogations, croyez-moi, ça ne changera rien. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le principe de précaution, il est dans notre Constitution. Il devrait prévaloir sur cette question. Bénédicte Perrol. Pour l'interdiction, bien évidemment, le président de la République a pris un engagement clair, une sortie d'ici 3 ans. Il y a des groupes de travail qui sont en œuvre pour accompagner les agriculteurs parce que c'est pas du jour au lendemain que dans des exploitations importantes, notamment comme celle de l'Allier, qu'on peut arrêter le glyphosate. Donc c'est extrêmement important de les accompagner. Et j'ajouterais, attention, ne faisons pas du glyphosate un totem. Il y a d'autres substances dangereuses. Donc regardons et ne nous arrêtons pas à uniquement le glyphosate. On reste dans l'Allier, Jean-Paul Dufrègne. Moi, je partage ces positions. Je suis pour arrêter le glyphosate. Et puis, si on a des prix rémunérateurs et si on tient compte pour l'établissement des prix des coûts de production, et s'il y a des coûts de production supplémentaires, eh bien, ça doit être pris en compte. Mais, vous voyez, on ne pouvait pas fermer le pont de Gênes. C'était impossible. C'était impossible. Il est fermé aujourd'hui. Voilà. Vincent Descoeur. Oui, moi je suis aussi, comme mes collègues, pour l'interdiction du glyphosate avec une impérieuse nécessité qui est de multiplier les travaux de recherche dans les délais pour trouver des solutions alternatives. Ce qui a introduit une confusion dans l'opinion, si je peux me permettre, c'est qu'à l'occasion de ce débat, il y a eu un débat interne à la majorité pour l'inscription ou non dans la loi de cette interdiction. Moi, j'appartiens à l'opposition. Du délai.
du délai. Oui. Et alors, deux remarques. La première, c'est que toutes les substances interdites ne figurent pas dans la loi, sinon le journal officiel n'y suffirait pas. Et puis la deuxième remarque, c'est que s'agissant de cette interdiction, moi j'appartiens à l'opposition, mais j'ai entendu le ministre de l'Agriculture pendant les débats, cette semaine encore en deuxième lecture, affirmer que la promesse serait tenue. Donc moi je suis à la fois enclin à faire confiance tout en étant exigeant. Alors 4 pour, on va demander... Et à promouvoir peut-être un autre modèle d'agriculture, parce que le débat, il est là. Il est là, les solutions alternatives, certaines existent déjà. On va laisser... Attendez, on va clore. C'est pas dans le Parce que si c'est de remplacer un poison par un autre poison, c'est pas la peine. Allez, Laurence Wisniewski, 4 pour, ça va faire 5 pour. Nous sommes tous d'accord pour interdire le glyphosate. La difficulté, c'est dans quel délai, car il y a des secteurs dans lesquels on sait faire sans, déjà. Il y en a d'autres pour lesquels ça prendra un peu plus de temps. Et il y en a enfin une troisième catégorie pour laquelle nous attendons les résultats de la recherche. Mais à titre personnel, et parce qu'il faut lancer des marqueurs, j'étais favorable à l'interdiction dans le délai le plus rapproché possible, c'est-à-dire 3 ans, comme l'avait promis notre président de la République. Eh bien, c'est parfait, on vous a tous entendus sur ce sujet. On va passer à un autre grand secteur de l'activité française, et que vous allez devoir explorer, aborder tous collectivement dans quelques semaines. C'est le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, la loi Pacte. Si vous prenez chacune des lettres, vous arriverez à Pacte. Alors, nous manquons de grosses entreprises et d'entreprises de taille intermédiaire, a déclaré Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances. Ce projet de loi vise à faire grandir les entreprises. Qu'en est-il dans notre région, dans les 4 départements auvergnats? Le point avec, de nouveau, Alexandre Rosga. Avec près de 80 000 salariés, l'Auvergne reste encore une région relativement industrielle. Cette industrie représente encore 18% des emplois salariés. Il faut le rappeler, en 10 ans quand même, de 2005 à 2015, cette industrie régionale a perdu 1/5 de ses emplois. L'Auvergne a tout de même conservé quelques géants nationaux et internationaux. On pense bien sûr à Michelin, Limagrain pour les semences, Aubert et Duval pour l'aéronautique, Sagem dans l'armement ou encore Matière dans la construction de ponts, pour ne citer que cela. Mais ce sont plutôt les PME, les petites et moyennes entreprises, qui occupent une place primordiale dans l'économie de l'Auvergne. Elles représentent la quasi-totalité des entreprises de la région, principalement constituées de toutes petites unités. Les PME regroupent les 3/4 de l'emploi salarié des entreprises auvergnates. Problème, la part des entrepreneurs individuels âgés de plus de 50 ans ne cesse de progresser. Alors comment assurer la transmission à court terme du nombre croissant de PME à reprendre? C'est tout l'enjeu à relever pour les prochaines années. Alors, une question que je pourrais poser à tous les 5, mais que je vais poser à Jean-Paul Dufrègne. L'économie locale, c'est de la microéconomie. Vous, les députés, vous êtes chargés de vous préoccuper de la macroéconomie. Comment vous faites ce lien entre l'échelon qui nous préoccupe, nous, les téléspectateurs, et vous, les députés, qui êtes nos représentants? Alors, écoutez, moi je suis un défenseur des territoires et de l'activité sur les territoires, donc je traduis ça en aménagement du territoire. Et je me méfie considérablement de ce réflexe de toujours vouloir plus gros et plus fort et plus loin. Donc nous sommes dans des régions, dans des départements qui ont besoin de proximité, qui ont besoin d'emploi, pour répondre aussi aux questions de mobilité, à toutes ces questions-là. Alors ensuite, bien entendu, il faut regarder les réalités et voir comment des petites entreprises peuvent grandir en étant accompagnées. Moi, je crois beaucoup dans la politique des filières et qu'une entreprise ne peut pas exister toute seule, simplement en proposant un produit, mais qu'elle doit être aujourd'hui intégrée dans des réseaux. Et dans ces réseaux, il y a une dynamique, il y a des échanges de façon à ce qu'on se tourne vers l'international, de façon à ce qu'on crée le produit qui manque au sein de la filière et de façon à ce qu'on puisse véritablement faire de la recherche et du développement, puisque demain, c'est la question qui va se poser, les nouveaux métiers, la manière dont on va les accompagner, mais tout ceci dans un cadre et dans une vision d'aménagement du territoire. J'ai beaucoup travaillé sur la question des ruralités.
Et il nous faut des entreprises de proximité dans nos On territoires. posera la question à Vincent Descoeur, qui est très attaché aussi à cette notion. Laurent Wisniewski, c'est important de porter la voix de nos entreprises. On a de très belles entreprises, mais on a beaucoup de petites entreprises qui ne savent pas comment exister. Mais c'est pourquoi, dans la loi Pacte, dans ce projet de loi Pacte, il y a énormément de dispositions qui ont pour objectif de simplifier la vie de ces petites ou toutes petites entreprises, notamment s'agissant des seuils à partir desquels certaines obligations fiscales ou sociales sont imposées à ces entreprises, notamment en intéressant les salariés au développement de leur entreprise, de manière à ce que ces toutes petites entreprises aient envie de grandir. Une des difficultés majeures, et vous l'évoquiez dans votre reportage, c'est aussi leur transmission. C'est vrai que ça pose pas de problème pour Michelin, on sait bien. Ça pose... L'Imagra, c'est une spécificité, donc je n'en parlerai pas. Mais pour les petites entreprises et toutes petites entreprises, et mes collègues vous le confirmeront sans doute, il y a des dispositions fiscales, mais que nous examinerons sans doute à l'occasion du budget. Qui sera notre 3e chapitre. Voilà, mais qui vont faciliter la transmission des petites entreprises. Et cela avait été annoncé au Sénat en juin. Donc je crois que ce sont des perspectives qui sont favorables pour les toutes petites entreprises. Mais un mot tout de même sur notre fleuron Michelin. C'est sans doute largement grâce à l'influence des dirigeants de Michelin que nous connaissons que les dispositions relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises ont été intégrées dans ce projet de loi Pacte. Et c'est quand même une avancée qui va au-delà du symbole. Christine Pérez-Beaune, la simplification. Vous rencontrez souvent dans votre activité professionnelle, vous avez été en contact avec des gens qui étaient, à travers vous, en contact avec les administrations, je mets des guillemets, mais chacun reconnaît à peu près ce que c'est. La France a besoin de simplification. Oui, les entreprises, mais pas seulement. Les particuliers demandent aussi beaucoup de simplification. Mais je ferme la parenthèse. Pour en venir peut-être à la loi Pacte, parce que on a dans la région Dominique Sénard qui avait été chargé d'un rapport avec Nicole Notat. Sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Nous, on a fait, quand je dis nous, le groupe socialiste a fait 7 propositions sur cette loi Pacte parce qu'on est là pour proposer, pas que pour s'opposer. Et notamment certaines qui avaient été, qui figurent dans le rapport de Dominique Sénard et de Nicole Notat. J'espère que ces propositions seront reprises. Les débats en commission me laissent penser le contraire et je trouve que c'est dommage parce qu'effectivement, la définition de l'entreprise, elle date de quand même Mathusalem. Donc, on nous dit qu'il faut réformer le Code du travail qui date de... je pense qu'il faut réformer aussi la définition de l'entreprise. Et c'était une des propositions de ce rapport qu'on reprend. Une autre proposition de ce rapport que l'on reprend, c'est l'augmentation du nombre d'administrateurs salariés dans les conseils des entreprises. C'était aussi une proposition du rapport, c'était aussi une proposition de notre proposition de loi entreprise nouvelle. J'espère qu'elle sera vraiment votée en séance. Les débats en commission me laissent présager le contraire et je trouve ça dommage. Et la codétermination à la française, suivant le modèle allemand, on vend toujours le modèle allemand, mais la codétermination à la française, ce serait aussi une bonne chose, me semble-t-il. Alors vous êtes en train... on répond, et je crois que la loi Pacte répond à tes inquiétudes, s'agissant en tout cas d'une nouvelle définition de l'objet des entreprises, puisqu'il est prévu une modification mais qui va pas aussi loin, articles bien du Code sûr, civil. Mais qui ne va pas aussi loin sur ce qui est proposé et dans le rapport et ce que nous proposions, nous, dans la proposition de loi entreprise nouvelle. Et je trouve ça dommage. À travers vos échanges, on comprend que la discussion entre les députés est souvent très
nourri et que vous avez beaucoup d'arguments les uns et les autres à proposer. Je voudrais me tourner vers Vincent Descoeur parce que Laurence Wischniewski a abordé la chose. La transmission des entreprises, et on sait qu'en Auvergne, c'est véritablement un problème. Jean-Paul Dufrègne fait signe de la tête. On a une population qui vieillit et il faut penser à cet avenir qui arrive très vite. Votre chroniqueur a évoqué des fleurons de l'industrie auvergnate. Il y a parmi eux un Cantalien, l'entreprise Matière, qui innove. Alors de ce point de vue-là, les dispositions sur l'innovation qui figurent dans la loi Pacte peuvent être utiles à des entreprises de nos territoires. Mais nous avons un tissu, un maillage, comme l'a dit Jean-Paul Dufrègne, de PME, de TPE, qui sont dynamiques, qui cherchent à recruter, qui rencontrent une difficulté pour recruter leurs collaborateurs, parce que certaines entreprises manquent de collaborateurs, de possibles salariés. Et puis chez nous, il y a à relever le défi de la transmission. Alors, moi j'ai regardé attentivement la loi Pacte. On sait qu'il y a un rendez-vous à l'occasion de l'examen de la loi de finances. Mais je serai très attentif à ce rendez-vous parce que il faut introduire des mesures incitatives, des mesures qui facilitent la transmission d'entreprise entre le cédant et peut-être des cadres qui pourraient la reprendre. On a intérêt à ce que d'ailleurs la reprise vienne de cadres parce qu'on a constaté dans le Cantal, ailleurs aussi, je pense que les belles entreprises avec une fierté départementale, dès lors qu'elles sont transmises à des cadres, elles restent cantaliennes. Et lorsque cette solution n'arrive pas à émerger, il n'est pas rare qu'elles rejoignent des groupes et qu'on assiste à un éloignement de la valeur ajoutée. Et des sièges sociaux. Oui, et moi, tout ce qui facilitera, j'allais dire, la vie des entreprises dans cette loi aura mon soutien. Encore une fois, l'idée d'un fonds d'innovation, c'est une excellente chose. Je suis beaucoup moins enthousiaste sur la privatisation d'un certain nombre d'entreprises dans le capital desquelles figure l'État, en particulier les aéroports de Paris qui, à mon avis, ont un intérêt stratégique. Et la Française des Jeux. Oui, mais il y a d'autres manières de maintenir, je dirais... Mais je pense que c'est surtout un besoin de récupérer les fonds nécessaires pour mettre en œuvre le programme. La nécessaire préservation des intérêts stratégiques de la France, il y a d'autres manières de les préserver au sein d'une entreprise en en étant propriétaire à 100%. On peut aussi Alors justement, pour y arriver, les entreprises ont besoin de financement. Bénédicte Perrol, comment on fait pour trouver du financement aujourd'hui ? Il faut que vous, les députés, vous saisissiez de ce dossier à fond. Absolument. Et il faut voir la loi Pacte comme une continuité. C'est formidable, ça va tout changer. Il faut voir la loi Pacte comme une continuité de ce que nous avons déjà commencé à faire, notamment dans le projet de loi de finances pour 2018. On a parlé de la transformation de l'ISF en IFI pour libérer du capital. Dans la loi Pacte, il y a des dispositions qui favorisent l'épargne salariale, l'assurance vie, qui sont justement des mécanismes qui vont permettre en fait d'améliorer ces mécanismes-là pour aller investir dans l'économie de ce qu'on appelle l'économie réelle, c'est-à-dire nos entreprises, nos petites entreprises. Et moi, je parle aussi au nom de la ruralité. On a l'impression que cette ruralité, elle est différente de tout le reste. Elle a ses difficultés. Mais il n'empêche qu'on peut arriver à travers ces lois et à travers notamment la loi Pacte à les accompagner. Par exemple, les dispositions dont parlait Mme Christine Pires-Beaune sur la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux. Pour nos petites TPE et PME, moi j'ai fait plusieurs consultations dans le cadre en préparation de cette loi, eh bien c'était une inquiétude pour elles, parce qu'elles ne comprenaient pas comment ça allait les toucher et comment elles allaient pouvoir mettre en œuvre ça, parce qu'elles se sont dit c'est quelque chose pour les grands groupes. Et là, il a fallu expliquer, parce qu'il y a déjà des entreprises. Ce matin, je visitais CGR Ceinture, qui construit des ressorts pour les automobiles, et ils ont une politique de ressources humaines qui est incroyable, elle est horizontale, et donc ils prennent en considération, là, pour le coup, les enjeux sociaux. En fait, cette loi, encore une fois, tout est dans la mise en œuvre et dans l'explication. Et donc, dans le financement, c'est la même chose. Il faut expliquer quels sont les mécanismes en place. Vincent Descoeur va réagir, et puis Christine Pires-Beaune après. Un petit regret que je voudrais formuler. Cette loi, c'est donner l'ambition de faire rentrer l'entreprise dans le 21e siècle. Et alors, je pense qu'il y a une lacune dans cette loi qui est la trop petite place accordée au télétravail.
parce que c'est pour des territoires comme les nôtres des vraies opportunités, à l'heure où un sondage vient de dire que de nombreux cadres voulaient quitter la ville pour nous rejoindre, j'allais dire. Et je crois que la question du télétravail mériterait d'avoir une place plus importante, ou dans un autre texte si nécessaire. Dans les ordonnances travail votées l'année dernière. Et peut-être demain une transition. Et puis c'est notre travail de parlementaire, chers collègues, vous allez déposer des amendements. Mais j'ai déposé des amendements. J'en ai déposé, voilà. C'est l'apport qui peut être le nôtre. J'en ai déposé à 7 heures. On en retient un peu en général. À 7 heures, ils n'ont pas reçu un accueil très chaleureux des membres de la Commission et de l'exécutif. Mais j'en ai déposé, bien sûr, parce que nous faisons, nous aussi, des propositions. Et peut-être ce qui sera une transition avec votre prochain sujet, il faut faciliter la vie des entreprises. De ce point de vue-là, moi, je tiens à dire ici que pour nos PME et nos TPE, la perspective de leur contribution au prélèvement à la source, c'est tout sauf une bonne nouvelle. Alors là, vous ouvrez un autre chantier. On ne va pas l'ouvrir au cours de cette émission. Christine Pires-Beaune, toujours sur cette loi Pacte. Vous vouliez rajouter quelque chose, vous vouliez préciser. Par rapport à ce que disait ma collègue Bénédicte Perrol sur le financement. D'ailleurs, je pense qu'il faut déjà dire que le financement des entreprises, quand moi je rencontre des chefs d'entreprise, ce n'est pas leur premier problème. Hein. Celui du financement. Ce n'est pas leur premier problème. Mais surtout, les mesures fiscales qui ont été prises, et là je suis en désaccord total, c'est que les mesures fiscales qui ont été prises pour soi-disant irriguer l'économie réelle, et on le verra à la fin de l'année parce qu'on aura la loi de règlement, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce qui s'est passé en 2018 suite à la suppression de l'ISF et suite surtout à l'instauration de la flat tax. Et on verra très facilement, puisque l'OFCE fera cette mesure-là, et l'INSEE aussi, où est passé cet argent redonné. Et on verra qu'il n'a pas été dans l'économie réelle. Donc là, je pense qu'il y avait d'autres moyens pour donner des financements aux entreprises. Et j'ajoute que d'ailleurs, y compris sous la majorité précédente, et ça nous a été reproché, le CICE et le pacte de responsabilité ont permis et les entreprises nous le disent, de reconstituer les marges des entreprises, ce qu'il fallait faire, puisqu'effectivement, elles avaient été, notamment par rapport aux autres pays européens, bien entamées. Donc, elles ont reconstitué ces marges. Elles ont d'ailleurs peut-être pas forcément investi autant qu'il le fallait. Mais je suis en total désaccord sur ce point-là. Alors, Jean-Paul Dufrègne, après, vous allez voir, on va poursuivre cette discussion parce qu'on parlera de la loi de finances, du projet de loi de finances. Jean-Paul Dufrègne, pour conclure. Oui, simplement, moi, je suis également en complet désaccord. La différence entre il y a un an et aujourd'hui, c'est qu'il y a un an, on était dans le mur des certitudes et aujourd'hui, ce mur vacille parce que les choses ne se passent pas comme elles avaient été annoncées. Sur la loi Pacte, il y a une bonne question qui est posée au niveau de la loi Pacte, c'est le partage des richesses. C'est-à-dire que les richesses créées par l'entreprise, comment sont-elles réparties? Donc là, on dit banco, parce que quand on voit les dividendes encore moins taxés qui sont distribués aujourd'hui, il y a une vraie question. Et dans cette loi Pacte, cette question du partage des richesses, et notamment la part qui va vers les salariés, nous inquiète un tout petit peu parce qu'on a peur qu'il y ait une flexibilité plus forte du travail, des salaires, en privilégiant plus la question de la participation et la question de l'intéressement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, mais il ne faut pas que ça soit au détriment du socle de salaire. Alors, Bénédicte Perrol vous a dit il faut du temps. On en est à la première année de cette présidence et de cette mandature. Donc, on aura le temps de se revoir et d'en parler. Et Laurence Wisniewski vous a dit c'est dans le texte. Donc, je comprends que vous allez avoir du travail. Il y a des dispositions dans le texte. C'est compliqué d'aller très vite. Alors, ça c'est un point important. Vous dites c'est compliqué. Le travail parlementaire est difficile à expliquer. Déjà parce que ce projet de loi Pacte comprend des dispositions multiples, nombreuses, et qui vont dans plusieurs directions. Voilà, plus de 70 articles. Vous pouvez dire fourre-tout, j'ai envie plutôt de dire que c'est un projet de loi compréhensif et compte tenu de son objectif, c'est assez normal. Mais c'est mission impossible pour nous 5, dans un délai aussi contraint, de rentrer dans le détail des mesures. Simplement, il faut juste savoir qu'il y a des mécanismes qui sont prévus pour un meilleur intéressement des salariés, une meilleure participation des uns et des autres, pour une meilleure orientation de l'épargne, et que si l'on doit... Nous reviendrons pour détailler toutes ces mesures. Et pour l'instant, c'est un projet de loi qui n'a même pas encore été, dirais, un meilleur financement. On a pris un peu d'avance dans cette émission puisqu'on voulait balayer les grands thèmes qui vous attendaient. Un dossier qui va vous mobiliser et qui est très compliqué. On a de la chance. Vous êtes 3 députés
assiégé à la commission des finances. A priori, une loi de finances, ça paraît quelque chose, vu de l'électeur, de très compliqué. Alors, je vais vous demander d'être très concret. D'abord, une loi de finances, ça sert à quoi? Tiens, Christine Pires-Beaune, vous êtes membre de la commission de finances. Une loi de finances, en 30 secondes, c'est compliqué à résumer. Hein. On va essayer de faire simple et pédagogique. Une loi de finances, c'est simplement le budget qui vous est donné pour un an pour fonctionner. Voilà, c'est ça, une loi de finances. C'est le budget, dépenses, recettes, déficit, puisque dans le cadre de l'État, et c'est pas nouveau, depuis 1974, on vote des budgets. C'est ça qui peut être un peu incroyable pour le contribuable, pour le citoyen, c'est qu'on vote des budgets en déséquilibre, donc en déficit. Donc il faut emprunter pour fonctionner. Alors, il est là pour appuyer des politiques, c'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder que les chiffres, il y a des politiques publiques qui sont derrière, et c'est la difficulté justement de mettre en adéquation l'un et l'autre et d'expliquer aux Français que derrière ces chiffres-là, il y a une logique politique. Justement, on va retrouver Alexandre Rosga, on va prendre quelques exemples. On ne va pas balayer toute la loi de finances, mais on va avoir quelques exemples qui préoccupent... 48 000 pages, ça serait compliqué. Oui. Alexandre Rosga nous explique quels sont quelques-uns des thèmes qui préoccupent les Français aujourd'hui. L'objectif du projet de loi de finances 2019 vise l'équilibre budgétaire, un objectif ambitieux. Pour y arriver, le gouvernement a annoncé une série de pistes, parmi lesquelles le coup de rabot sur les emplois aidés. Sur un an, s'inquiète par exemple l'Association des petites villes de France, le nombre de bénéficiaires de ces emplois aidés en France métropolitaine est en diminution de plus de 300 000, soit une baisse de 20% selon les chiffres de la DARES. Et les élus des petites villes redoutent une diminution supplémentaire. On évoque la suppression de 100 000 contrats aidés à venir. Autre coup de rabot, la baisse des dotations aux collectivités. Les crédits alloués à la mission Relations avec les collectivités locales pourraient être réduits de 230 millions d'euros selon la Gazette. L'Association des maires de France s'était déjà inquiétée de la baisse en 2018 de la DGF, la dotation globale de fonctionnement, dans 45% des communes et craignait même une poursuite du phénomène en 2019. Au total, les plus pénalisés, estime l'AMF, sont très majoritairement des communes de petite taille et à faible potentiel financier. Bénédicte Perrol, vous avez l'air de contester un peu les propos de mon collègue. Écoutez, alors pour commencer sur les dotations globales de fonctionnement, la fameuse DGF qui avait baissé on va être objectif, on va essayer de rappeler quelques faits, entre 2013 et 2017 qui avait baissé de plus de 10 milliards. Lors du premier PLF donc, de cette majorité, nous avons pris l'engagement de maintenir la DGF, donc pas de diminution, voire de l'augmenter légèrement. Ensuite, il y a une déclinaison, la dotation globale de fonctionnement, elle concerne les départements, les régions et ensuite les communes. Dans notre département, le département de l'Allier, il s'est avéré effectivement qu'en déclinaison, il y a de multiples critères qu'on applique. Chaque collectivité n'a pas forcément vu sa dotation globale de fonctionnement augmenter. Certaines l'ont même vu parfois diminuer parce qu'il y a des effets forfaitaires de péréquation et l'impact de la fusion aussi des communautés de communes et des communautés d'agglomération. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vote des critères, il y a ce qui s'appelle le Conseil des finances publiques, dans lequel il y a des représentants de collectivités territoriales qui négocient des critères, qui négocient comment on va finalement répartir l'enveloppe. Donc, il n'y a pas que le travail parlementaire, il y a différents, on va dire, échelles dans la mise en œuvre de cette dotation globale de fonctionnement. Donc, il faut vraiment pas simplifier parce que moi, effectivement, quand au mois de janvier, les collectivités ont reçu la notification, un peu plus tard dans l'année, ont reçu leur notification, tout de suite, ça a été le scandale parce que finalement, il n'y avait pas eu une augmentation. Il faut regarder la DGF, donc ça c'est les premiers points, il faut bien regarder les différents mécanismes en place. Et il y a aussi des mécanismes d'investissement, des dotations d'investissement, notamment la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux, qui elle est en réelle augmentation. Et pour terminer sur les contrats aidés, je rappelle que quand nous avons ouvert le budget l'année dernière, donc en cours d'année 2017, on s'est rendu compte que 80% ou 70% je crois des contrats aidés étaient consommés de ce qui avait été budgété. 80% des crédits avaient déjà été consommés. Donc il a fallu ouvrir de nouveaux crédits et effectivement en PLF 2018 nous avons fait le choix de diminuer ces contrats aidés, sauf que nous avons
voulu que ces contrats aidés soient vraiment des contrats d'insertion et que ce ne soient pas uniquement des contrats qu'on utilise à la petite semaine ou à la petite année, qui soient des contrats, des contrats que nous utilisions finalement pas pour l'objectif qui était final, qui était de former les gens et de pouvoir les accompagner dans l'insertion vraiment du monde du travail. Alors on va tenter d'avancer. C'est un dossier qui viendra loin, dans 2 mois. Mais vous avez à vos côtés sur ce plateau 2 anciens présidents de conseils départementaux. Donc vous avez géré les affaires départementales. Est-ce qu'aujourd'hui les collectivités sont inquiètes ? Aujourd'hui, les collectivités sont inquiètes et ont des raisons de l'être. D'ailleurs, l'initiative qu'avait pris le président de la République, la conférence des territoires qui devait permettre de renouer la confiance avec les collectivités est en panne, puisqu'un certain nombre d'associations de collectivités ne souhaitent plus y siéger. Pourquoi ? Parce que s'agissant des collectivités comme nos 2 départements, on a inversé la relation avec les collectivités. Avant, on parlait de ressources. Et il y a eu effectivement une période où la DGF a diminué. Aujourd'hui, l'actualité de nos grandes collectivités, collectivités d'une certaine taille, c'est un pacte financier qui leur interdit de dépenser au-delà d'une certaine limite. C'est tout sauf de la libre administration. C'est le retour d'une forme de tutelle. Sur la question des départements, et là Jean-Paul Dufresne sera obligatoirement de mon avis. Non, mais parce qu'on a milité ensemble sur cette question. Le problème, c'est la péréquation qui est en panne. Parce que ce que vous évoquez quand vous évoquez les petites collectivités, le problème c'est qu'il y a des collectivités aujourd'hui qui ont pas de difficultés. Il y a des départements qui engrangent des droits de mutation, alors que nous sommes dans des situations... Je propose une péréquation entre départements. Oui, très bien, mais c'est une excellente chose. Et vous en débattrez. Et alors je la voterai dès demain. Mais j'espère qu'on reviendra sur le budget parce qu'il n'y a pas que les collectivités. J'aimerais juste préciser, ce n'est pas une limitation des dépenses, c'est une limitation de l'évolution des dépenses à plus 1,2% par an. C'est exactement la même chose avec des amendes si d'aventure on était tenté de dépenser plus. Individuelles de solidarité, l'APA, le RSA, la PCH, la prestation de compensation du handicap, qui aujourd'hui ont totalement asphyxié financièrement les collectivités telles que les départements. Mais sur la question que vous posez au niveau des dotations, on est rentré dans une forme de technique qui nous éloigne peut-être un petit peu des grandes masses. Le dernier budget qui a été porté par la majorité, c'est déjà de se priver de 10 à 15 milliards de recettes de cadeaux qui ont été faits aux riches, et ensuite, de rechercher des économies sur les dépenses publiques, c'est-à-dire une remise en cause des services publics. Voilà, c'est une sorte de dogme. Il faut baisser les dépenses publiques pour baisser le déficit, pour diminuer la dette. Et pour faire ça, on commence par se priver de 10 à 15 milliards d'euros qu'on offre aux plus riches de la société et qui n'en font pas retour à la société. C'est une simplification. Alors, la parole à Christine Pires-Beaune et Laurence Wischniewski, pour qui j'ai une question après. Sur le budget 2019, il sera très compliqué pour le gouvernement qui ne s'en cache pas. Les prévisions budgétaires sur lesquelles il avait construit, les prévisions de croissance sur lesquelles il avait construit ce budget et qu'il avait envoyé à Bruxelles, aujourd'hui, il est obligé de les revoir à la baisse. C'est ce qu'a dit Bruno Le Maire. Alors, sur les chiffres qu'on voit dans votre reportage, les chiffres qui nous ont été donnés au moment du débat budgétaire, et effectivement, il y a essentiellement, moi je vais dire 3 mauvaises nouvelles. Il y a la baisse du budget du ministère Cohésion des territoires. C'est-à-dire ce budget-là, pour moi, c'est celui du logement. Donc il est encore en baisse après avoir payé un lourd tribut l'année dernière en 2018. Cette année, c'est 1,16 milliard encore en moins. Il y a le budget travail et emploi. Travail et emploi, on n'est pourtant pas dans une situation, me semble-t-il, qui mériterait qu'on baisse les crédits de ce ministère. 2,7 milliards. Et puis, il y a ce que dit votre journaliste, les crédits aux collectivités territoriales, c'est 230 millions supplémentaires. Je ne sais pas à ce stade, moi, sur quelle ligne précisément pour les collectivités ça va être ponctionné. Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Et puis, la réduction, il ne faut pas l'oublier, parce que derrière les chiffres, il y a effectivement des services publics. Et pour faire tourner des services publics, il faut des hommes et des femmes. Et il y a donc la réduction, l'engagement qui a été pris de la réduction du nombre de fonctionnaires. Vous avez tous vu ce que les réactions des uns et des autres quand on a annoncé 1600 suppressions de postes d'ici la fin du quinquennat au ministère des Sports.
Sauf que la réduction des fonctionnaires, aujourd'hui, elle s'inscrit dans une réflexion de la mission des services publics. Elle ne se fait pas... elles sont annoncées. Il y a des réflexions qui ont cours aujourd'hui, qui sont menées par Olivier Dussopt et le ministre Gérald Darmanin, CAP 2022, et qui s'inscrit dans une réflexion des missions de l'administration. Il faut avancer. Ça fait des années et des années. Vous nous répétez... Il est sorti en catimini tellement vous nous répétez dans l'hémicycle que justement, il faut diminuer les dépenses, mais en ayant une vraie réflexion. C'est ce qui est mené aujourd'hui. Les services publics... Arrêtons de prendre en otage la ruralité et voilà, parce que les services publics, mais sans parler du modèle de l'Angleterre, un modèle qui est adapté à la France, mais il y en a qui avancent aujourd'hui. Alors, j'avais promis de passer la parole à Laurence Wisniewski. Oui, surtout, je voudrais revenir sur une considération que les téléspectateurs doivent avoir en tête. La France est endettée dans des proportions très considérable, très considérable. Donc, et ça n'est pas en Auvergne, je suis auvergnate, que l'on ne comprendra pas que lorsqu'une ménagère a 10 € dans son porte-monnaie, elle ne peut pas en dépenser 20, sauf à savoir que ces 10 € qu'elle va emprunter pourront être garantis et remboursés. Et donc, nous ne parlons que de dépenses. Nous devons toujours dépenser plus, mais pour pouvoir dépenser, il faut avoir des recettes. C'est le propre d'un budget. J'appartiens à une formation, le MODEM, qui a toujours été très vigilant et rigoureux sur les équilibres budgétaires et qui, par l'intermédiaire de François Bayrou, avait déjà appelé et interpellé les gouvernements sur la dette et sur le niveau excessif de la dette. Parce que qu'est-ce que ça veut dire si on est très endetté? Ça veut dire que nous perdons notre souveraineté et que nous serons tributaires de nos créanciers. Un créancier qui dit à son débiteur vous ne rembourserez pas, ça n'existe pas. Et là, nous arrivons à des taux d'endettement qui rendront très difficile cette possibilité de rembourser. Nous sommes des politiques. Nous devons faire des choix. La politique, c'est faire des choix. Alors c'est vrai, Christine a raison en disant il y a des postes qui vont baisser, il y en a d'autres qui vont être maintenus ou augmentés. Ce qui a trait à la sécurité, donc la justice, l'intérieur, parce qu'on en a vraiment bien besoin. L'éducation nationale, parce que c'est l'avenir, ce sont nos enfants. Il faut bien comprendre que la dette, elle va peser sur nos enfants et nos petits-enfants. On ne peut pas réfléchir à court terme en voulant satisfaire telle catégorie. On ne pourra pas satisfaire tout le monde. C'est vrai, il va falloir que nous fassions tous des efforts. Et ça, nous devons l'entendre. Et je crois que si on l'explique, je veux dire, nous sommes tous prêts à faire un effort. Et il faut en faire des efforts. Il n'y aura pas de l'argent pour tout le monde. Vincent Decker. Moi j'entends très bien ce que dit Mme Wisniewski. À cet instant, je pense quand même que le président de la République ne s'est pas facilité la tâche le jour où il a décidé en campagne électorale d'abandonner et demain de compenser la taxe d'habitation, ce qui va amener Bercy à rechercher 26 milliards à l'horizon de 3 ans, ce qui, dans la situation qui était la nôtre et que vous avez fort bien décrite, est tout sauf l'assurance de budget facile à boucler dans les prochaines années. Moi, je ne suis pas membre de la commission des finances. Par contre, je serai très... Nous sommes à la commission des lois. Christine Pires-Beaune, Jean-Paul Mais c'était, chers collègues, pour rappeler que les députés qui sont pas membres de la commission des finances sont quand même très impliqués par la question budgétaire. Sur le budget, et je serai, moi, dans quelques semaines, très mobilisé sur 2 sujets. La question du poids du prélèvement, et puis la question du pouvoir d'achat. Lors du précédent budget, je m'étais élevé avec force contre les perspectives d'augmentation de la fiscalité sur les carburants. Alors, je vais le dire tel quel, ça va peut-être pas être complètement apprécié à sa juste valeur, sous couvert de transition énergétique. Parce que imaginez demain, on nous parle de la convergence du diesel et de l'essence. En réalité, c'est pas une convergence de la fiscalité, c'est une course-poursuite. C'est-à-dire que l'un continue à augmenter, l'autre essaie de le rattraper. Pour transformer les usages. On peut pas aujourd'hui. On transformera les usages, mais avant, on va mettre à mal le porte-monnaie de ceux qui ont besoin de carburant pour se déplacer. C'est notre responsabilité de politique. Je termine. C'est notre responsabilité. Alors, ma responsabilité, moi, de politique, c'est de rappeler que dans un département comme les miens, les gens ont besoin de leur véhicule. Y compris par rapport au sujet
sujet qu'on vient d'évoquer, qui est celui de l'économie, parce que moi je crains que demain, lorsqu'on devra rouler plus cher, ça c'est déjà le cas, moins vite, je vais vous épargner le volet mobilité, mais on pourrait faire une émission spéciale, plus cher, moins vite, eh bien il y a des gens qui vont se trouver éloignés des services publics, éloignés de l'emploi. La fiscalité sur les carburants, c'est quand même à terme un prélèvement de 14 milliards à l'horizon 2022. Peu importe l'objet. Vous n'expliquez pas les mécanismes de redistribution. Le mécanisme de redistribution, ça va mettre à mal le budget d'un certain nombre de familles. Le président vient de présenter un plan pauvreté. Il a beaucoup axé sur l'enfance. Ça me semble être une priorité. Mais dans mon département, parmi les gens qui ont des difficultés financières, on trouve les travailleurs modestes, on trouve les retraités. On pourrait aussi en reparler. Et donc, il y a beaucoup de sujets sur la question du prélèvement parce que le pouvoir d'achat a été mis à mal. Et quand on parlait en début d'émission d'impatience, la suppression de la taxe d'habitation, c'était quand même un peu plus de pouvoir d'achat. D'impatience de nos concitoyens, c'est certainement lié à ces sujets-là. Je vous coupe parce qu'on arrive à la fin de cette émission et on a compris à travers vos discussions que par moment vous pouvez être d'accord, vous pouvez avoir des points de vue qui s'augmentent, qui convergent et que par moment vous avez des points de divergence et que peut-être la démocratie, c'est peut-être ça, c'est de se parler et quelle que soit la famille politique à laquelle vous appartenez, vous avez fait preuve ici d'ouverture d'esprit et je vous en remercie tous les 5. La semaine prochaine, dimanche en politique, ce sera Brigitte Kant qui sera à ma place et elle parlera encore de territoire puisqu'elle s'interrogera sur la situation de ces maires, souvent de petites communes qui en ont ras-le-bol et qui veulent passer la main parce qu'ils trouvent que leur tâche n'est plus gérable. Je vous souhaite à tous de passer un excellent après-midi. Merci à tous les 5. À très bientôt. Merci.